Pour se sentir bien, un chat doit être propre. C'est pourquoi les chats préfèrent la litière Katsan. Chaque grain de Katsan absorbe le liquide comme une éponge et retient les odeurs, garantissant ainsi une hygiène unique. Pour absorber les odeurs avant leur apparition, Katsan. 1, 2, 3, 10, 50 bonnes raisons de se faire une santé. Secouez-vous, mangez des pruneaux d'Agen. Papa, tu me rapportes un dinosaure? D'accord, je vais voir. Bon, je vous laisse. Ouais. Et comment faire? Ne vous inquiétez pas, Madame Legrand. Je m'en occupe immédiatement. J'appelle notre agence à Istanbul. Monsieur Legrand, j'ai une nouvelle carte American Express pour vous. Papa, tu me rapportes un dinosaure? American Express. Être membre a ses privilèges. Une seule cuillère suffit. Maxwell qualité filtre. Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici donc comme chaque soir les principaux points de repère de l'actualité. La première image que voici, c'est celle de l'interception d'un missile Scud. Ce soir, au-dessus de Riyad en Arabie Saoudite, les missiles américains Patriot sont donc intervenus une nouvelle fois. Les sirènes, vous les entendez, s'étaient déclenchées aux alentours de 18h. Dans la guerre du Golfe, George Bush affirme une nouvelle fois que les États-Unis ne veulent pas détruire l'Irak. Nous menons une guerre juste et morale, a déclaré le président américain. La Maison-Blanche vient également de faire savoir que le prochain sommet américano-soviétique est officiellement reporté à cause, semble-t-il, de la guerre du Golfe. La guerre, synonyme de menace et d'interrogation, c'est aussi l'inquiétude des Israéliens qui s'attendent à une attaque chimique. Yitzhak Shamir a prévenu, en cas d'attaque, l'Irak encourt des risques très graves. Certains y voient une allusion directe à la menace nucléaire. Nous reviendrons sur cette information tout à l'heure. Dans le Golfe, on notera aussi la défection de 69 avions irakiens, peut-être beaucoup plus. On parle de 100 ce soir. Ils ont atterri en Iran. Et aussi l'arrêt du déversement du pétrole au large du Koweït. L'intervention militaire américaine aurait permis de limiter les dégâts. L'actualité, c'est encore la suite du procès Weber à Nancy, des élections partielles à Lyon et Paris, élections qui n'ont provoqué ni électrochoc ni sursaut national. Je l'apprends à l'instant même, Michel Barzac annonce qu'elle se retire de la compétition dans le 15e arrondissement. Elle était arrivée, je vous le rappelle, en seconde position, battue largement par le candidat du RPR. C'est enfin la suspension de Bernard Tapie, dernier titre, pour 1 an. Le président de l'OM est déclaré coupable d'un manquement grave à la morale sportive. Voilà pour les titres. Tapie suspendu, Marseille s'enflamme. Certains annoncent déjà une future démission du président. Les joueurs ont fait savoir dès cet après-midi qu'ils refuseraient de jouer si la sanction était maintenue. Imaginez-vous Papin, Olmeta et les autres boycottant le championnat de France de football ou encore la Coupe d'Europe face à Milan. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voici le résumé d'une journée fertile en événements avec Alain Vernon. Premier temps fort, 10h30 ce matin à Paris. La Commission nationale de discipline rend son verdict. Elle condamne Bernard Tapie. Qui comporte 26 pages. Il déclare M. Bernard Tapie, coupable d'un manquement grave à la morale sportive, article 62.2 du règlement administratif de la Ligue nationale de football, et d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard d'arbitres, et d'avoir proféré à l'égard des mêmes des menaces verbales et tenté de les intimider. Articles A4 et A5 du Code disciplinaire de la Fédération française de football. Voici donc ce que Bernard Tapie ne pourra plus faire pendant 8 mois ferme. Fouler la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, entrer dans les vestiaires ou s'installer sur le banc de touche. À ce jour, Tapie n'est plus président. Jean-Pierre Bernès, le numéro 2 de l'OM, condamné par la commission à 6 mois de suspension, accusé de manquement grave également à la morale. Réaction, il est 16h. Je suis vraiment surpris de cette décision parce que depuis que Bernard Tapie est arrivé dans le football, je crois qu'il dérange beaucoup de monde, à tous les niveaux des instances du football français. Et je dois dire, je suis scandalisé par tout ce qui a été fait aujourd'hui. 16h30, coup de théâtre à Marseille. Les joueurs de l'OM décident à l'unanimité de se mettre en grève pendant 8 mois, le temps de la suspension de leur président. Grève qui s'étend aussi à l'équipe de France. Une semaine après l'annulation, souvenez-vous, de la menace de grève générale des joueurs français, c'est un gag, même un coup de force. Pour nous, le club, c'est un président, c'est un directeur sportif, c'est des joueurs. Donc c'est notre manière à nous de montrer à Tapie que bon, pour nous, il est important aussi. Je crois qu'il a besoin de nous en ce moment et que quand on a besoin de lui, il a toujours été là. Donc je crois qu'il n'y a pas d'équivoque.
17h, c'est la rue qui réagit. À Marseille, les supporters ont toujours leur mot à dire. Je suis supporter, je suis là pour soutenir l'OM et la ville et le club et Bernard Tapie. Ça fait 30 ans que je viens au stade, il y a toujours eu des histoires comme ça, mais alors là, c'est l'apothéose. Reste Claude Bèze, l'ex-président des Girondins, avait accusé l'OM de corruption. Pas de preuve, dit la commission de discipline, mais 50 000 francs d'amende pour Claude Bèze. Voilà, tout au long de la journée, certains avaient laissé entendre que Tapie pourrait abandonner la présidence de l'OM et démissionner. Tapie aurait même déclaré, je cite, que le football c'était 10% de son temps, mais aussi 90% d'emmerdement. Fin de citation. Alors aux dernières nouvelles, Tapie vient de parler, Olivier Rey vient tout juste de le rencontrer. Écoutez sa réaction. Vous le savez, puisque vous êtes dans le football, depuis 9 mois règne un bruit permanent, insidieux, qui a fait de nous un club à l'intérieur duquel il y avait un de mes collaborateurs qui avait, paraît-il, tenté de tricher. Et c'était suffisamment grave pour que j'accepte que les investigations aillent jusqu'au bout. Elles ont duré 9 mois. Et la bonne surprise, c'est que ce matin, vous l'avez vu, la commission a dit qu'il n'y a eu au fait aucune triche. Ils ont même puni très fort celui qui nous avait accusé. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que dépité par cette constatation, on me punirait quand même, mais sur autre chose. Sur le fait que je n'ai pas été aimable avec un arbitre il y a 18 mois. C'est pas bien de ne pas être aimable avec un arbitre, mais je suis pas sûr que ça va un an de suspension. Que pensez-vous de la réaction des joueurs de l'Olympique de Marseille qui menacent de faire grève? Je crois qu'elle est pas raisonnable. On a eu beaucoup de mal à monter une belle équipe à Marseille. Il ne faut pas que cette équipe disparaisse, même si moi je quitte mes fonctions. Il faut au contraire que je m'assure qu'après mon départ, l'Olympique de Marseille restera une équipe performante avec une équipe solidaire et qu'elle n'ait pas à reconnaître de nouveau les problèmes de la deuxième division. Vous n'allez pas faire appel? Je ne crois pas que dans les circonstances actuelles, ce soit raisonnable. Vous n'avez pas l'impression d'être dans cette affaire l'arroseur arrosé? Oui, je sais, sur votre chaîne, c'est beaucoup dit ça. Oui, je sais. Mais non, moi j'ai pas l'impression que, en disant qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le football français parce que près de la moitié des clubs sont en faillite, c'est pas en me sanctionnant comme ça qu'on me démontre que je suis l'arroseur arrosé. Peut-être par contre qu'on me démontre qu'il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. Mais je préfère être arrosé dans ce cas-là. Alors question Jean Mamère, l'OM peut-il vivre sérieusement sans Bernard Tapie? La première chose à dire, c'est que Bernard Tapie voulait un club au plus haut niveau européen. Pour cela, il le gère comme une société anonyme et non comme une association loi de 1901. L'OM est bénéficiaire. Alors, si Bernard Tapie se retirait, le préjudice serait effectivement énorme, et ce pour 4 raisons. La première, le président de l'OM reprendrait sa caution de 100 millions de francs apportée lors de son arrivée, sans oublier bien sûr l'intérêt qui l'accompagne. La deuxième, le contrat avec intéressement d'un certain nombre de joueurs est signé au titre de Bernard Tapie Finance. La troisième, la venue et l'achat des stars du club sont financés par Bernard Tapie lui-même avec l'appui d'une banque. Enfin, le sponsor particulier du club qui verse 25 à 30 millions de francs par an pour une utilisation marketing de l'image des joueurs étrangers, notamment pour une ouverture de marchés internationaux, pourrait bien dès lors se retirer. Cela fait beaucoup en même temps. En conclusion, l'OM d'aujourd'hui repose non sur une municipalité, mais sur un seul homme, et s'il disparaissait, tout s'écroulerait. Merci Jean. 12e jour de guerre dans le Golfe, journée marquée par de nouveaux raids aériens et par de nouvelles interrogations. Saddam Hussein va-t-il déclencher une guerre chimique? L'État hébreu va-t-il répondre et à quel niveau? Enfin, comment expliquer l'hémorragie des avions irakiens qui atterrissent massivement en Irak? Nous allons essayer de faire le point en compagnie de nos envoyés spéciaux et de nos correspondants. Alors, premier rendez-vous, Washington, où le président américain affirme que les États-Unis mènent une guerre juste et morale contre l'Irak. George Bush a fait cette déclaration avant de recevoir le nouveau ministre soviétique des Affaires étrangères. L'enjeu de cet entretien est la tenue du prochain sommet américano-soviétique. À Washington, reportage de Jacques Abouchard. Ces images semblent appartenir à une époque révolue, celle des relations sans nuages entre Moscou et Washington, quelques jours avant la démission surprise d'Edouard Shevardnadze le 20 décembre dernier. L'ex-ministre soviétique des Affaires étrangères avait alors annoncé le retour de la dictature à Moscou. Quelques jours plus tard, la reprise en main dans les pays baltes, la répression brutale et les morts de Vilnius lui donnaient raison. À Washington, les deux chambres du Congrès condamnaient à l'unanimité l'intervention des parachutistes soviétiques. Les élus réclamaient des sanctions économiques contre l'URSS.
Le déclenchement de la guerre du Golfe accroissait le malaise, le Kremlin se plaçant nettement en retrait à l'égard des raids aériens alliés. You may recall, this was to be a summit at which we were going to sign. Dans ce climat de méfiance, George Bush laissait planer alors la menace d'un report du sommet projeté entre lui et Mikhail Gorbatchev du 11 au 13 février à Moscou. En recevant son collègue soviétique ce matin, James Baker a de nouveau enfoncé le clou. Minister knows we are concerned by troop action in the Baltic states. That's not a L'action des troupes soviétiques dans les pays baltes nous inquiète, ce n'est pas un secret, à quoi M. Besmertnik a répondu que les troupes envoyées en renfort avaient été retirées. George Bush fera connaître sa décision pour le sommet après son entrevue avec l'émissaire du Kremlin. Mais le report ne fait guère de doute. Il y a la crise balte, il y a le fait que les négociations sur le traité prévoyant la réduction de 30% des arsenaux stratégiques piétinent depuis des semaines. Il y a la conduite de la guerre du Golfe et il y a aussi et surtout le fait qu'aujourd'hui à Washington, Mikhail Gorbatchev n'est plus du tout perçu comme l'homme des réformes, de la perestroïka, mais plutôt comme l'otage ou le complice des éléments les plus réactionnaires et les plus répressifs à Moscou. À présent, retour dans le Golfe. Depuis 48 heures, nous vous expliquons que la guerre tourne à la catastrophe écologique. Aux dernières nouvelles, le déversement de pétrole dans les eaux du Golfe semble stopper. Apparemment, c'est le bombardement des installations pétrolières par les Américains qui a redonné un peu d'espoir. Mais la nappe de pétrole continue de progresser, lentement mais sûrement, vers l'Arabie saoudite, au rythme de 24 km par jour. Sur place, vous allez le voir, la mobilisation bat son plein. José Blanc-Lapierre. Des barrages gonflables, des bouées, des filtres, des engins pour aspirer. Une centaine de tonnes au total se sont envolées ce matin de l'aéroport de Londres. Destination, le Golfe. La contribution des Anglais vise la protection. Ce matériel est destiné à encercler les usines de dessalement et les centrales électriques. L'aide internationale se met en place. Ce bateau a quitté Dubaï ce matin. À son bord, des hommes entraînés à lutter contre les marées noires, des grues et des engins flottants. Ce pétrolier, acheté aux Norvégiens, est capable, après écrémage et pompage, de recueillir 2000 tonnes de pétrole par jour dans ses soutes. De leur côté, les Américains ont dépêché sur place une équipe d'experts. Leur mission, examiner la situation, agir ensuite. La France a également proposé son aide. La décision d'intervenir pourrait être prise demain à l'issue d'une concertation entre les pays membres de la CEE. D'après des experts de Brest, la marée noire aurait deux origines. D'un côté, le terminal koweïtien, bombardé ce week-end par les Américains pour arrêter l'hémorragie. De l'autre, 5 pétroliers sabotés par les Irakiens. Au total, une pollution d'environ 1,5 million de tonnes, 6 fois celle de la Moco-Cadiz. Un peu de diplomatie sur fond de guerre. La Jordanie apporte son appui au plan de paix iranien, un plan de paix qui prévoit un cessez-le-feu dans le Golfe ainsi qu'un retrait simultané des forces irakiennes du Koweït et des forces alliées de la région du Golfe. Le ministre des Affaires étrangères de Jordanie s'est rendu personnellement en Iran où il a rencontré le président Rafsanjani. Le ministre était porteur d'une lettre du roi Hussein. Au cours de l'entretien, les deux hommes ont critiqué les raids aériens des forces coalisées contre l'Irak, mais l'Iran a réaffirmé la neutralité de son pays dans le conflit. Avant de détailler les autres événements qui ont marqué ce 12e jour de guerre dans le Golfe, nous appelons Riyad en direct. Grâce à nos envoyés spéciaux, nous allons essayer de comprendre le pourquoi et le comment de la défection des avions militaires irakiens. Si l'on en croit le commandement américain, une centaine d'avions auraient atterri en Iran. Une centaine, c'est quasiment 10%, peut-être plus, des effectifs de l'aviation irakienne. Philippe Arroir. Oui, Henri, on nous donne le chiffre de 69 avions qui ont trouvé refuge en Iran, 39 avions de combat et 30 avions civils ou avions de ravitaillement. Si vous ajoutez à cela que les Irakiens ont déjà perdu 33 avions au sol et 26 au combat, on constate que 128 avions irakiens sont hors d'état de nuire, donc sur les 700 que possède au total Saddam Hussein, ça fait donc, si mes calculs sont bien, presque 1/5 de tous ces avions qui sont donc plus disponibles maintenant. Alors est-ce qu'on avance des explications, Philippe ? Officiellement, il n'y en a pas. Cela dit, le général Schwarzkopf a donné son sentiment hier. Il nous a dit, voyez, Saddam Hussein a perdu déjà pas mal de ses meilleurs avions. Donc il veut conserver d'autres avions performants et les mettre tout simplement à l'abri. Donc il les mettrait en Iran, sachant très bien d'ailleurs que ce pays joue la neutralité
et il les récupérera après les hostilités. C'est la seule explication qu'il nous donne, mais il nous dit que c'est son sentiment personnel. En tout cas, à l'heure actuelle, les Alliés nous disent que non seulement ils ont la supériorité aérienne dans toute la région, mais désormais, ils ont la suprématie aérienne dans toute la région. Un mot encore, si des avions irakiens sont capables de s'envoler pour aller trouver refuge en Iran, cela veut dire que tous les terrains d'aviation, tous les aérodromes militaires qui sont bombardés ne sont pas tous détruits. Ce qui veut dire que donc que la phase aérienne n'est pas terminée, il y a encore du travail à faire, notamment en ce qui concerne donc les aérodromes qui sont une des cibles prioritaires. Merci Philippe, je rappelle que vous étiez avec nous en direct d'Irak. Avant d'évoquer la suite des informations, je vous donne cette dépêche qui vient de me parvenir. Il y aurait une alerte en Israël. Les sirènes signalant un raid aérien irakien ont retenti à 21h08, soit 20h08, heure de Paris. Nous avons vraisemblablement Jérusalem en direct, je pense. Est-ce que nous avons Jérusalem en direct? Oui. Charles Anderlin, vous pouvez me confirmer cette information que je donne à l'instant même et que je viens de découvrir? Charles? Effectivement, il y a une alerte sur l'ensemble du territoire israélien. La population a été priée de rentrer dans les pièces étanches, de revêtir les masques à gaz. Pour l'instant, nous n'avons aucune information, je répète, aucune information sur des missiles qui seraient tombés quelque part sur le territoire israélien, mais tout le monde attend. Merci, vous restez avec nous et je vous rappelle bien sûr si d'aventure vous aviez d'autres précisions. Avant d'évoquer l'escalade des menaces qui planent sur la guerre du Golfe, voici comme chaque soir une synthèse complète des événements qui ont marqué les dernières 24 heures. Le commentaire est signé Florence Mavic et Jean-Pierre Métivet. À 2 h du matin, la nuit dernière, on faisait la fête chez les soldats américains. Sur les téléviseurs, les Giants de New York affrontent les Buffalo Bills. C'est le match de l'année, le Super Bowl, le grand rendez-vous de football américain que personne ne veut manquer, même lorsque l'on se trouve à 16 000 km de la pelouse du stadium. Un masque à gaz, des gants et du popcorn. Je me sens très bien. C'est le grand truc aujourd'hui, mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Avec cette bière sans alcool, on s'amuse pendant qu'il est encore temps. L'espace de quelques heures, ils ont voulu vider leur esprit, libérer une bonne dose de stress accumulée durant les alertes à répétition. Dans le désert, enterrés dans les tranchées, d'autres n'ont pas vu le match. Eux ont droit à un autre spectacle. Toutes les nuits, vous pouvez vous attendre à au moins une attaque d'artillerie. D'abord, on voit un éclair. Alors on compte 1, 2, 3. Et quand ça fait bang, on multiplie le nombre de secondes par 330 mètres. Alors on sait où c'est tombé exactement. Vous avez déjà été au combat avant? Moi, jamais. Vous avez déjà été au combat? Non, moi, jamais. Oui, moi, bien sûr. J'ai été au Vietnam. L'aube réveille une patrouille d'éclaireurs, transis par le froid nocturne. Leur devise, voir sans être vu. Ce sont eux qui sont le plus près des Irakiens, à moins d'1 kilomètre. Pour ne pas se faire repérer, ils n'allument pas de feu. Et si un homme tousse, on l'entend à 400 mètres. Il n'y a rien ici. C'est plat. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a vraiment rien à faire ici. Le silence est oppressant. Les Irakiens restent invisibles, mais les soldats sentent leur présence. On est assis là, au milieu du désert d'Arabie. J'ai un fusil M60 et on me donne l'ordre de tirer et de tuer des gens. Pour l'instant, on attend. Mais bientôt, notre tour viendra. Pour le moment, c'est toujours celui de l'aviation qui bombarde sans répit l'est de l'Irak. Nouvel objectif, la région de Zorbatia, près de la frontière avec l'Iran. Sur l'îlot de Karou, les Koweïtiens plantent leur drapeau, symbole de la reconquête de leur pays.
Plus tard, interrogés par la chaîne britannique WTN, ils préfèrent ne pas montrer leur visage par crainte de représailles pour leur famille. Quand on a atterri sur l'île, j'ai même embrassé le pilote de l'hélicoptère. Je me suis senti de retour à la maison. C'était le Koweït libéré. Selon les Américains, sur un autre îlot, celui d'Oum al-Maradim, une trentaine de soldats irakiens seraient prêts à se rendre. Sur le terrain, les chars alliés poursuivent leur entraînement. Et selon des commandants de la 3e division blindée américaine, les hommes ne seraient pas encore suffisamment prêts pour se lancer dans un assaut terrestre. Oui, j'évoquais à l'instant même, juste avant ce reportage, une alerte en Israël. Il y aurait également une alerte en Arabie Saoudite, à Riyad. Philippe Arroir, vous êtes toujours avec nous en direct. Est-ce que vous me confirmez cette information, Philippe? Tout à fait. Oui, nous venons d'avoir une alerte il y a quelques instants. 3 ou 4 patriotes ont été lancés. Je pense que c'est donc une attaque de Scud. Encore qu'on ne sache pas très bien si un Scud était vraiment dans le ciel. Mais en tout cas, c'est certain que nous avons eu une alerte. Et il y a toujours un parallèle d'ailleurs entre ce qui se passe en Israël et à Riyad. Lorsqu'il y a une attaque en Israël, il y a aussi une attaque à Riyad. Elle a eu lieu ce soir. Personnellement, Philippe, vous avez entendu distinctement les détonations? Tout à fait. 3 ou 4 qui sont explosions qui sont des départs de patriotes, qui sont les missiles antimissiles. Américains, tout à fait. Confirmation aussi de l'information à Jérusalem. Où en est-on, Charles Anderlin? Charles? Le porte-parole de l'armée israélienne a effectivement confirmé qu'il y a eu tir de missiles depuis l'ouest de l'Irak en direction d'Israël. Il n'a pas dit si les missiles avaient atteint le territoire israélien. En tout cas, pour autant que je sache, personne pour l'instant dans la région de Tel Aviv n'a entendu d'explosion. La population du centre du pays doit rester dans les salles étanches avec les masques à gaz jusqu'à nouvel ordre. Oui, l'alerte n'a pas été levée, hein? Absolument. Merci. La plupart des experts sont formels. La phase aérienne des combats pourrait encore durer 3 à 4 semaines. Ensuite, ce sera, nous vous le disions à l'instant, l'offensive terrestre. Une offensive qui s'annonce beaucoup plus difficile. Saddam Hussein a massé, vous le savez, plus de 550 000 soldats au Koweït. Depuis 5 mois, les Irakiens ont mis au point des fortifications et des mines qui sont extrêmement difficiles à percer. En face, il y a la coalition alliée, renforcée par quelques soldats koweïtiens. Les hommes que vous allez voir, ils seraient un peu plus de 1500, ne sont pas de vrais soldats, mais le mot libération a pour eux une valeur tout à fait symbolique. Reportage de Dominique Derda, Jean-Jacques Le Garec et Claude Galland. Les cœurs de l'armée koweïtienne. Drôle d'armée. Il y a 6 mois, ils étaient encore étudiants, employés, cadres, gosses de riches ou d'ouvriers. Peu de vrais soldats. Aujourd'hui, ils forment le corps des volontaires du Koweït et viennent de prendre position au sud de la frontière de leur pays annexé. Ils sont venus avec quelques valises et pour seul bagage militaire, 1, 2 ou 3 mois de formation accélérée au maniement des armes. C'est très dur d'être un soldat, d'apprendre ce que c'est que la guerre et tout cela. Mais vous savez, on n'a pas le choix. Il le faut. Ainsi, le comptable de l'ex-ministère des Finances de Koweït City se retrouve-t-il artilleur aux côtés du jeune étudiant en médecine d'une université londonienne. Vous savez, si vous vivez en paix dans un pays pacifique, que vous vous y sentez bien, si vous vivez très confortablement, je veux dire financièrement, et que tout va pour le mieux, quand soudain des soldats irakiens vous envahissent, tuent des tas de gens autour de vous, créent d'énormes problèmes et mettent le pays en ruine, dans ce cas, vous ne pouvez que ressentir ce que nous ressentons tous. Vous n'avez pas d'autre choix que de devenir un soldat. Tous sont de la famille, des amis, des proches restés au Koweït. C'est pour cela qu'ils font tout leur possible pour devenir de vrais guerriers. Et s'ils prêtent à sourire, imaginez-vous un instant à leur place. Nous ne pouvons pas abandonner notre pays, même pour le paradis. Nous ne voudrions pas d'un paradis. Nous voulons d'abord libérer notre pays et ensuite chacun pourra retourner à son travail, vivre une vie normale, comme avant que les Irakiens n'envahissent le Koweït. Alors ils chantent pour se donner encore un peu plus de courage, pour compenser leur manque d'expérience. Nous voudrions que la bataille commence dès maintenant pour libérer notre pays. Aujourd'hui,
plutôt que demain. Je ne crois pas qu'il y aura la moindre difficulté. Nous voulons que ce moment arrive, nous espérons ce moment. Nous voulons que sonne l'heure de la libération du Koweït et je ne crois pas que ça sera difficile. Bientôt, l'armée koweïtienne montera plus haut encore vers le nord, avec ses quelques véhicules blindés et la certitude que rien ne pourra l'arrêter, à condition toutefois que les forces alliées lui donnent un petit coup de pouce. Et pendant ce temps-là, la crainte grandit en Israël. Les spécialistes militaires sont formels. Saddam Hussein a perdu la guerre conventionnelle, a sans doute perdu la guerre conventionnelle. Il va maintenant déclencher une guerre chimique pour obliger l'État hébreu à participer directement au conflit. Dès hier, Bagdad a fait monter la pression en affirmant que l'Irak pourrait utiliser des armes inconnues. Aujourd'hui, réponse très ferme d'Yitzhak Shamir. À Jérusalem, une correspondance de Charles Anderlin. Yitzhak Shamir a d'abord présenté son analyse de la situation aux députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Saddam Hussein, a-t-il dit, en attaquant Israël, a franchi la ligne rouge tracée par les dirigeants israéliens. Il pourrait décider l'escalade, mais Israël ne réagira qu'en accord avec ses alliés. Si vous prenez en considération les conditions récentes, c'est pas possible d'agir sur cette scène sans avoir une coordination avec les États-Unis. Son message dissuasif, le Premier ministre israélien l'a lancé au cours d'une conférence de presse improvisée. Si les Irakiens décident l'escalade en attaquant avec des missiles équipés d'ogives non conventionnelles, il faudra qu'Israël envisage d'éliminer cette menace. Et puis la coalition anti-irakienne pourrait elle aussi intervenir avec des moyens différents. Dans tous les cas, la riposte d'Israël serait réfléchie, pas nécessairement automatique. Saddam Hussein, en lançant une telle attaque, mettrait sa personne en grand danger. Israël, donc, craint une attaque irakienne non conventionnelle, mais ne réagira qu'en fonction des événements et de l'attitude des Américains. Depuis la dernière mise en garde de Bagdad, c'était hier, les Israéliens s'attendent donc à une attaque chimique. À Tel Aviv, certaines familles ont déjà quitté précipitamment la ville. Le maire a essayé de rassurer ses administrés, mais le message passe mal. Reportage d'Aubry Edler et Christian Hérault. 10 jours après la première attaque irakienne, la vie revient peu à peu à la normale à Tel Aviv. Mais la journée rend peut-être moins perceptible la peur qui, à la tombée du soir, oblige des milliers de personnes à fuir vers la banlieue, vers Jérusalem. Et même si la foule est plus clairsemée qu'à l'ordinaire sur l'avenue Dizengoff, la plus importante de la ville, boutiques et bureaux ont dû réouvrir, chacun équipé néanmoins de son masque à gaz, essayant ici de réapprendre à vivre. Difficile en revanche d'imaginer qu'à moins de 10 minutes du centre, les bulldozers s'appliquent à effacer les blessures des derniers scuds irakiens. Plusieurs milliers de maisons et d'appartements, près de 3000 dit-on, ont été endommagés, parfois gravement, par les derniers missiles. Pourtant, dans ce quartier souvent touché, beaucoup d'habitants refusent de partir. Essayant encore de sauver quelques meubles et quelques vêtements, ils préfèrent malgré tout consolider et reconstruire tout ce qui a été détruit. Il est impossible de dire ce qu'on ressent quand on tombe un missile. C'est énorme, je vous assure. À chaque seconde, vous avez l'impression de mourir. Vous ne savez plus ce qui vous arrive. Mais personne ne veut partir d'ici. Et moi, s'il le fallait, je resterai tout seul avec ma femme et ma fille. Bien sûr que je vais rester. Je vais tout reconstruire, tout refaire, et ce sera une belle maison. Mais vous voulez vraiment rester ici? Pourquoi pas? C'est dangereux. C'est vrai, mais ici, on a l'habitude de vivre sous la menace. Mais qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Je ressens de la colère, mais ça finira par bien s'arranger. Mais ici, journaux et experts militaires se font bien pessimistes. Alors, sans savoir ce que sera la nuit à venir, certains choisissent, même sur des décombres, de marquer, comme pour le préserver, leur territoire. Oui, Jérusalem en direct avec Charles Anderlin, que nous allons retrouver tout de suite, avec la confirmation de l'interception d'un missile.